Et si la menace la plus grave pour l'Ukraine ne surgissait pas là où on l'attend? Alors que tous les projecteurs scrutent les offensives russes, un autre danger, silencieux, ronge déjà la défense ukrainienne de l'intérieur. Sur plusieurs axes, la ligne de front chancelle. À Zaporijjia, ce bastion naguère inviolable cède peu à peu. Plus à l'est, près de Donetsk, les affrontements autour de Pokrovsk et les replis vers Mirnograd dressent le portrait d'un front qui recule, mètre après mètre. Même au nord, la tension monte, mettant à mal des réserves humaines et matérielles déjà épuisées. Mais le combat ne se limite pas aux tranchées. Une autre pression monte dans l'ombre, celle de l'énergie. À Kiev, les négociations pour le gaz se jouent à loin des caméras, mais leur issue pourrait s'avérer plus lourde de conséquences que la perte d'une position stratégique. La dépendance énergétique devient un levier qui menace la souveraineté même de l'Ukraine. Ce n'est pas seulement l'accumulation de revers militaires ou les coupures d'électricité. C'est la combinaison de ces périls, l'érosion du moral, la fragilité logistique, l'étau énergétique, qui fabrique un danger systémique. Chaque point faible local risque de provoquer un effet domino, une faille ici, et c'est tout un secteur qui menace de s'effondrer. Ignorer ces menaces cachées, c'est laisser l'Ukraine glisser vers la perte du contrôle de son destin. Elle pourrait non seulement perdre du terrain, mais voir son autonomie, sa capacité de décision et l'existence même de ses forces armées se dissoudre à moyen terme. Dans ce climat sous tension, chaque décision prise à Kiev pèse plus lourd que jamais. Mais le véritable test reste à venir, quand la pression invisible se transformera en fracture concrète. Le sud de l'Ukraine devient le théâtre d'un renversement brutal. Depuis quelques jours, la situation sur le front sud s'assombrit. L'annonce de la prise de Ravnopol et de Malaya Tokmatchka par les forces russes résonne comme un signal d'alarme dans la région de Zaporijjia. Ces deux localités, loin d'être anodines, verrouillent l'accès aux défenses ukrainiennes et conditionnent la stabilité de tout le secteur. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut remonter à l'histoire des conflits modernes. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, la chute de villes clés comme Stalingrad ou Bastogne a souvent marqué un tournant décisif dans la dynamique des offensives ennemies. La prise de points d'appui logistiques et défensifs a permis des percées rapides et souvent irréversibles. Aujourd'hui, le sort d'Orikhiv et de ses environs fait écho à ces moments charnières. Au centre de cette tension, la ville d'Orikhiv se dresse telle une citadelle. Patience et méthode l'ont transformée en forteresse, avec ses tranchées, ses barricades et ses pièges antichars. Depuis l'été de l'an 2023, Orikhiv incarne l'épine dorsale de la résistance ukrainienne et le socle de la contre-offensive. Orikhiv n'est pas seul dans l'histoire à avoir dû se transformer en bastion. On pense à Verdun en 1916, où la ville et ses forts ont résisté de longs mois sous un feu constant, devenant le symbole de la ténacité nationale. Aujourd'hui, Orikhiv concentre le même type de valeurs symboliques et stratégiques. La perte récente de Ravnopol et de Malaya Tokmatchka fragilise dangereusement cette position. Orikhiv, désormais, subit une pression militaire directe et le risque d'un isolement logistique. Les routes d'approvisionnement vacillent. Chaque convoi, chaque munition livrée, devient une prise de risque majeure. Dans le passé, à Dien Bien Phu en 1954, l'isolement logistique a été fatal à la garnison française, encerclée et privée de ravitaillement. Les leçons de l'histoire montrent que la maîtrise des lignes de ravitaillement est souvent plus décisive que la force brute. Pour Orikhiv, la menace est similaire. La menace ne se limite pas à quelques kilomètres de terrain. Si Orikhiv chute, c'est toute la ligne Zaporijjia qui pourrait s'effondrer, entraînant un recul massif et la ruine de mois de sacrifices. Les experts le répètent, perdre ce verrou défensif ouvrirait une brèche majeure sur le front sud, exposant le cœur du dispositif ukrainien. Les témoignages du terrain sont sans appel. Des soldats décrivent un combat sous tension permanente, des positions perdues, une fatigue qui ronge les esprits nuit après nuit. L'incertitude s'installe, alors que chaque mètre de retrait a déjà coûté cher en vie et en volonté. Derrière les cartes, ce sont les hommes et femmes du front qui ressentent la lente érosion de leur morale. La dégradation autour d'Orikhiv
incarne la précarité d'un équilibre où chaque village, chaque route, peut sceller le sort de tout un secteur, voire de la défense nationale. Pour mieux saisir cette dynamique, souvenons-nous de la bataille d'Arnhem en 1944. Là aussi, la perte de quelques ponts stratégiques a mis en péril tout un plan d'opération, illustrant comment le sort d'un secteur pèse sur l'ensemble d'un front. Au fil des jours, la dynamique change. L'initiative passe aux mains de la Russie. La défense ukrainienne, désormais, réagit plus qu'elle n'agit, courant d'une urgence à l'autre pour combler les brèches successives. Perdre Orikhiv, c'est risquer d'anéantir tous les efforts consentis depuis 1 an et permettre une percée rapide des forces adverses vers l'intérieur du pays. Au-delà de l'aspect militaire, il s'agirait d'un choc psychologique susceptible de briser la confiance des défenseurs et d'ébranler la foi dans la capacité à résister sur la durée. Mais cette crise militaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. En arrière-plan, d'autres tensions se nouent, où l'énergie et la politique deviennent des armes aussi décisives que les canons. Quand l'usure l'emporte sur les slogans, le Donbass vacille. Sur ce front, l'érosion morale ronge plus vite que les obus. Dans la région de Donetsk, le retrait ukrainien de la partie méridionale de Mirnograd, autrefois baptisée Dimitrov, matérialise ce glissement silencieux. Ce repli, mené à l'aube sous couvert de brouillard, n'a pas seulement érodé la ligne, il a ouvert la voie à une pression croissante sur Pokrovsk, verrou stratégique désormais exposé. Dans les rues éventrées, les combats urbains basculent à l'avantage des forces russes. Leur supériorité tactique se double d'une démoralisation accélérée dans les rangs ukrainiens. Les pertes qui s'accumulent, l'incertitude sur le sens des affrontements, la difficulté à défendre chaque carrefour rongent la confiance de nombreux soldats. Pour illustrer la gravité de la situation, prenons l'exemple de la bataille de Grozny, à la fin des années 90. Là aussi, les combats urbains intenses ont brisé la cohésion de défenseurs fatigués, menant à des reculs successifs qui ont permis à l'ennemi de s'emparer de la ville. Les failles de communication et de coordination s'élargissent. Des unités isolées, privées d'ordre clair, choisissent parfois la reddition. Ce qui n'était qu'une exception devient un phénomène visible, nourrissant un cercle vicieux de découragement. Cette lassitude se propage de tranchée en tranchée, sapant la résistance de l'intérieur. Les témoignages anonymes, glanés sur le terrain, dévoilent une réalité brute. Les ordres semblent incohérents, le sens du sacrifice se dissout dans l'amertume. Pour beaucoup, l'héroïsme des discours officiels s'effondre face à l'épuisement et à l'inutilité des pertes. Certains n'y voient plus que des sacrifices vains, différant à peine l'inévitable. L'effet domino est implacable. Chaque unité qui cède rend la suivante plus vulnérable, accélérant la dislocation du front. La peur de l'encerclement s'ajoute à l'épuisement. La discipline s'effrite. Les défenses perdent leur densité. Chaque brèche fait trembler l'ensemble. Au cœur de cette mécanique, la logistique ferroviaire devient vitale. Les voies ferrées, artères du ravitaillement, sont maintenant gravement menacées par l'avancée russe. Leur interruption plonge chaque garnison dans une incertitude mortelle. Un simple retard transforme chaque pâté de maison en piège, précipitant la panique des replis. Pour illustrer ce point, souvenons-nous du siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. L'encerclement et la coupure des voies ferrées ont plongé la ville dans la famine et le chaos, montrant qu'une logistique brisée peut être aussi fatale qu'une défaite sur le champ de bataille. L'incapacité à maintenir la cohésion et à assurer l'approvisionnement fait planer la menace d'une débandade. Ici, la survie collective supplante la tactique. Chaque rue, chaque maison peut sombrer dans le chaos en un instant. Mais derrière la dégradation du front, une autre pression s'exerce, celle de l'énergie et des ressources vitales. Le conflit militaire n'est qu'un volet d'une guerre plus large, où chaque coup porté sur les infrastructures relève aussi d'une stratégie d'asphyxie. Au nord, l'artillerie russe ne frappe pas seulement les positions ukrainiennes, elle vise aussi les nerfs. Dans les régions frontalières de Koursk et Soumy, la pression est constante, martelant les lignes jour et nuit. Chaque salve épuise un peu plus les défenses. Chaque journée rogne la résistance de ceux qui tiennent ces axes vulnérables. Pour mieux saisir l'effet de cette pression constante, rappelons la guerre de Corée,
où les bombardements incessants sur les lignes de communication et de ravitaillement ont miné le moral et l'endurance des troupes, préparant le terrain à des offensives décisives. Sur le terrain, la fatigue devient une ennemie insidieuse. L'armée manque cruellement de troupes fraîches, rendant les rotations impossibles. Des soldats à peine sortis de l'adolescence sont envoyés en première ligne sans espoir de répit. Les désertions, longtemps tues, se multiplient et témoignent d'un système sous tension extrême. Dans les tranchées, la vie est un supplice sans fin. Par endroits, elles sont inondées, transformant chaque abri en piège glacé et boueux. Les équipements s'usent, les vêtements restent humides, les rations pourrissent parfois avant d'être mangées. L'impression d'abandon devient un poison silencieux, fragilisant la cohésion et l'envie de tenir. Chaque abandon de poste, chaque erreur, chaque effondrement moral s'ajoute à une réaction en chaîne. Ce ne sont pas seulement des pertes individuelles, c'est une dynamique de fragilisation, où une simple faille peut entraîner l'effondrement d'un secteur entier. Une brèche locale peut désorganiser la défense et ouvrir la voie à de nouvelles percées ennemies. Pour la Russie, chaque faiblesse découverte est une occasion à exploiter. Pour l'Ukraine, cela impose des réorganisations douloureuses, souvent menées dans l'urgence et sous les bombardements. La moindre faille à la périphérie risque de se propager, gangrénant la stabilité du centre et mettant en péril la capacité de mobilisation de toute l'armée. Ce n'est pas une attaque spectaculaire qui menace le plus la défense ukrainienne, mais ce lent effritement du moral et de la structure. Ici, la guerre s'installe dans la lassitude des hommes autant que dans la violence de l'artillerie. Mais au-delà des lignes effritées, une autre pression, plus discrète mais tout aussi implacable, se resserre sur l'Ukraine. La guerre de l'énergie. Contrôler les flux, c'est contrôler l'endurance même du pays. Le gaz, ultime monnaie d'échange ou arme invisible. À l'abri des regards, loin des tranchées, la partie la plus décisive se joue peut-être autour des tables de négociation et des réseaux de pipeline. Pour Kiev, chaque nouveau fournisseur représente une bouée de sauvetage. Mais cette aide coûte cher. Des concessions politiques impensables, il y a encore quelques mois, deviennent soudainement envisageables. Pour illustrer la portée de cette guerre de l'énergie, rappelons la crise du gaz de 2009. À cette époque, une simple coupure russe a plongé l'Europe centrale dans le froid, forçant certains pays à revoir en urgence leurs stratégies énergétiques. Aujourd'hui, l'Ukraine doit éviter de se retrouver dans une situation similaire où l'hiver pourrait faire plus de dégâts que les obus. Trouver des alternatives ne relève pas simplement de la logistique ou des finances. Face à la pénurie, Kiev doit choisir entre deux urgences vitales, assurer le chauffage et l'électricité pour la population et les infrastructures, ou préserver une part d'autonomie stratégique. Accepter des conditions imposées, c'est ouvrir la porte à une influence politique qui dépasse le cadre commercial. L'hiver approche, implacable. Le manque d'énergie touche chaque facette de la guerre. Une coupure de courant sur le front peut signifier la perte d'un poste clé. Sans électricité, les drones restent au sol, les communications se taisent et la chaîne de commandement s'effrite. Dans la guerre moderne, une panne de réseau peut équivaloir à une défaite. Prenons l'exemple de la guerre du Golfe en 1991, où la destruction des réseaux électriques irakiens a précipité la chute du régime. Le contrôle de l'énergie est devenu un instrument de victoire aussi efficace qu'une victoire militaire directe. Une règle brutale prévaut, qui contrôle l'énergie dicte le tempo et la portée du conflit. Les choix militaires se trouvent alors influencés, parfois à des centaines de kilomètres du front. Derrière chaque mégawatt importé se cache la main invisible d'intérêts étrangers qui orientent la stratégie de Kiev. La véritable bataille ne se limite pas à la ligne de front, mais se joue aussi dans les couloirs feutrés des négociations énergétiques. Ces tractations deviennent aussi cruciales que les affrontements les plus violents. Un mauvais compromis, un contrat signé sous pression, et la survie militaire de l'Ukraine peut vaciller, dépendante de décisions prises à Berlin, Bruxelles ou encore plus loin. L'enjeu est colossal. Perdre la main sur ses ressources, c'est voir son armée, sa population et même son avenir, soumis à la volonté d'autrui. La souveraineté ne s'évalue plus seulement en kilomètres de tranchées défendues, mais aussi en mégawatts négociés et en concessions acceptées en silence.
Chaque choix énergétique peut compter autant, sinon plus, qu'une victoire sur le champ de bataille. À mesure que les coupures s'intensifient, la pression monte sur chaque segment du front comme à l'arrière. Une faille énergétique, et l'équilibre fragile du front risque de s'effondrer bien plus vite qu'aucun général ne l'aurait anticipé. À l'instant décisif, qui détient encore la clé du destin ukrainien? Lorsque tout chancelle, la souveraineté ne se joue plus seulement à Kiev, mais s'insinue dans chaque cave, chaque poste avancé, chaque table de négociation énergétique. Sous la pression qui s'accroît sur plusieurs axes, l'Ukraine affronte bien plus qu'un déluge de blindés ou de drones. Elle combat une érosion rampante, celle du moral, des stocks et de l'indépendance stratégique. La ligne de défense n'est plus qu'une histoire de kilomètres de tranchées ou de tonnes de munitions. Elle incarne désormais la résilience d'une société entière, où chaque rupture logistique fissure l'ensemble, et où chaque blackout pèse autant qu'une offensive sur la capacité à tenir. La bravoure a ses limites, surtout quand les réserves fondent, les infrastructures cèdent, et que l'incertitude gagne les rangs. Ignorer ces fractures, croire que la seule volonté ou de simples discours suffiront à repousser l'effondrement, c'est prendre le risque de voir le front s'écrouler, entraînant tout l'équilibre régional dans sa chute. Ce n'est pas un choc frontal ou un revers isolé qui renversera la situation, mais la somme des fissures, un commandement sous tension, des routes coupées, des villes plongées dans l'obscurité, tandis que la pression sur le gaz s'intensifie. À ce carrefour, une question cruciale surgit. Quel sera le tout premier domino à chuter? L'usure morale, un blocage logistique dans le sud, ou une concession douloureuse dictée par la dépendance énergétique? C'est dans cette zone d'ambiguïté, entre le visible et l'invisible, le matériel et le psychologique, que se joue l'avenir immédiat. La défense ukrainienne ne repose plus seulement sur le courage sous le feu, mais sur la capacité à anticiper l'épuisement, à combler la prochaine brèche, à préserver l'élan collectif. Quel scénario concret pourrait découler de cette situation? Imaginons une coupure totale du gaz au cœur de l'hiver, des hôpitaux sans chauffage, des centres de commandement plongés dans l'obscurité, des civils contraints de fuir des zones gelées. Ou encore, un effondrement logistique dans le sud, forçant un repli désordonné et l'abandon de milliers de tonnes de matériel. Chaque scénario n'est plus une simple hypothèse, mais une menace qui pèse sur chaque jour de résistance. Pratiquement, quelles mesures l'Ukraine peut-elle prendre? Diversifier ses sources d'énergie en accélérant les interconnexions avec les réseaux européens, renforcer la protection des infrastructures critiques, former des équipes de réparation mobiles prêtes à intervenir dès qu'une ligne est coupée. Sur le plan militaire, la rotation accélérée des troupes, la création d'unités de réserve spéciales pour colmater les brèches, l'amélioration de la communication par des systèmes autonomes pourraient aider à ralentir l'effritement. À l'échelle politique, il s'agit de renforcer l'unité nationale par des campagnes d'information transparentes et de préparer la population à des sacrifices inévitables, tout en négociant habilement pour éviter des concessions majeures qui mettraient en péril l'avenir du pays. Alors, selon vous, quel facteur fera vaciller la résistance ukrainienne en premier? La peur, le manque ou la pression politique? Le front pourrait céder non pas sous le choc, mais sous l'usure silencieuse, un danger que nul observateur ne peut désormais écarter. Mais la question demeure. L'Ukraine saura-t-elle transformer ces menaces en moteur de résilience? Ou verra-t-elle sa souveraineté s'éroder sous la pression conjuguée de la guerre, du froid et de la dépendance? L'histoire n'est pas encore écrite. Chaque décision, chaque effort collectif comptera. L'avenir appartient à ceux qui sauront anticiper, s'unir et agir avant que le tout premier domino ne tombe.